Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Christelle Cross et en tant que déléguée générale du Fonds Addicted, je suis vraiment très heureuse d'accueillir Sandra Pinel, qui est l'autrice d'un livre qui sort aux éditions Erol jeudi prochain, le 19 octobre, et qui s'intitule Journal d'une polyaddicte libérée. Avec nous également ce soir, Samy Amri. Bonjour. Webmaster du Fonds Addicted et qui se fera un plaisir de relayer toutes les questions que vous souhaitez poser à Sandra ce soir. Et on remercie aussi chaleureusement Alain Doujoux, Françoise Godel et Benoît Beaune pour leur assistance technique. Alors, un petit rappel, le Fonds Addicted a été créé en 2014 par le professeur Michel Reynaud. Il était psychiatre, addictologue et aussi père fondateur de la discipline de l'addictologie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et bienvenue, Sandra. Merci Mayed d'avoir accepté qu'on discute ensemble autour de la sortie de mon livre. Avec grand plaisir. Donc, c'est le professeur Michel Reynaud qui t'a demandé, avec toute la confiance qu'il te témoignait, de superviser un des outils du portail Addicted qui permet aux personnes dépendantes ou à leurs proches de trouver des solutions. Et ce forum, c'est un lieu d'écoute, d'échange qui est animé par des patients experts addiction. On reviendra sur cette notion un peu plus tard dans l'interview. Alors Sandra, ton parcours est très riche. Ton livre s'intitule « Journal d'une polyaddicte libérée ». C'est quoi la polyaddiction ? Alors, la polyaddiction, c'est consommer plusieurs produits. Alors l'addiction, il y a quand même une perte de liberté face à ces consommations, des conséquences aussi également sur sa vie. Et la polyaddiction, souvent, on rencontre autour de soi des personnes qui consomment du tabac et de l'alcool, par exemple, ou qui jouent et qui consomment de l'alcool. Moi, au début, c'était beaucoup tabac et cannabis. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu plusieurs addictions que j'ai cumulées. Très bien. Et alors, tu parles dans ton livre de l'addiction en héritage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu as voulu dire ? L'addiction en héritage, en fait, comment dans ma famille, j'avais mon papa qui consommait excessivement de l'alcool, aussi du tabac, et comment aussi ses parents consommaient aussi, eux, beaucoup d'alcool, je ne les connaissais pas. Ses frères, les frères de mon père, je les ai connus, consommaient beaucoup d'alcool, et comment moi j'ai pu reproduire aussi ces comportements. Il y a aussi un phénomène d'apprentissage. Par exemple, quand j'avais 16 ans, les seuls moments que j'avais apaisés avec mon papa, c'était le dimanche et on fumait un cigarillo, par exemple. Puis plus tard, quand j'ai eu 18 ans, il a voulu m'apprendre à apprécier les bons vins. J'ai jamais aimé les vins, mais voilà. Donc, il y a eu ce côté de reproduction comportement autour des apprentissages aussi. Mais mon frère, par exemple, lui, n'est pas tombé dans les mêmes consommations que moi, mais il n'a pas eu non plus ces moments-là de partage, d'apprentissage d'alcool. Mais c'est ce que j'ai voulu montrer, c'est que souvent dans des familles, on peut avoir des reproductions, comportements qu'on voit petits ou adolescents. Donc, on peut rebondir avec une petite question, justement, en parlant des proches. On a une personne qui nous demande justement comment faire pour aider un proche. J'ai peur d'en faire trop ou pas assez. Est-ce qu'il y a un endroit où se positionner, où on peut vraiment aider les proches de la meilleure manière possible, sans non plus se nuire à soi-même, C'est ça la Alors difficulté. ouais, c'est très complexe pour les proches parce que moi, je vois quand j'étais petite, je voyais mon père, même plus tard, je le voyais sombrer dans ses consommations. Alors moi, j'ai essayé plein de trucs. J'ai voulu le faire hospitaliser parce que j'avais vu ça pendant mes études d'infirmière, qu'on pouvait hospitaliser à la demande d'un tiers. Seulement, mon père, lui, il n'avait pas conscience qu'il y avait un problème pour lui, tout se passait bien. Il fallait que la démarche vienne de lui. Je pense que ce qui est intéressant de faire, c'est arriver. C'est pas toujours simple. Parfois, il faut écrire, à dire à la personne en face de soi et qu'on voit sombrer la peine que ça nous procure, l'inquiétude qu'on peut avoir, être là à côté pour accompagner s'il y a besoin, un rendez-vous ou donner des livres de témoignages ou laisser traîner des brochures de centres de soins. Mais malheureusement, on peut pas faire à la place de. Et c'est ça qui est compliqué, très compliqué. Alors, Michel Reynaud, d'ailleurs, avait une phrase quand on lui demandait comment on peut aider un proche. Et il répondait, il ne faut ni dramatiser, ni banaliser. Donc, voilà, c'est ce que tu dis, Sandra, c'est-à-dire ça ne sert à rien
de se fâcher avec la personne ou de vouloir lui enlever de l'argent quand on a des enfants qui consomment, voilà. Mais c'est très utile, effectivement, de laisser des brochures, d'en parler sans dramatiser et sans banaliser non plus. Et parfois, on peut trouver des médiateurs, hein, donc dans les centres de soins aussi, auprès des professionnels qui reçoivent aussi les proches et qui, si la personne qui consomme trop accepte, être reçue à deux, ou le médecin traitant souvent aussi, qui est le premier acteur de recours, que les familles connaissent bien. Il y a quand même des moyens, mais il faut le savoir, c'est pas facile, il faut en parler. Alors, comment tu t'es rétablie? Quel a été ton déclic? Donc moi, je consommais déjà pas mal de produits depuis pas mal d'années. J'avais commencé par le tabac et le cannabis à mes 16 ans. L'alcool est arrivé beaucoup plus tard. Il y a eu des drogues de synthèse, tout ça. Et arrivé à mes 42 ans, parce que j'ai commencé vraiment les consommations vers mes 16 ans, et arrivé à mes 42 ans, je commençais à avoir des problèmes quand même de santé. Jusque-là, j'en avais marre, je m'isolais autour de mes consommations, j'en avais juste marre d'en avoir marre, mais j'avais pas entamé d'action. Et c'est d'avoir des problèmes de santé, de vomir tous les matins depuis plusieurs mois, d'avoir des examens avec un gastro-entérologue. Dans le dernier examen qu'il m'a fait, il m'a dit que j'avais des lésions irréversibles au niveau de l'estomac et de l'œsophage. Et donc, ça m'a fait peur. Bon, j'avais dit que je buvais 2-3 verres d'alcool par jour, mais on n'était pas dupes, hein. Et donc, j'ai eu peur à ce moment-là. J'ai entendu cancer. Bon, en fait, c'est pas du tout ce qu'il a dit, mais c'est ce que moi j'ai entendu. Et j'ai entendu, mon père est mort à 47 ans, beaucoup trop jeune. J'ai 42 ans. C'est vivre ou mourir. Ça a été ça. Et c'est là où a commencé mon parcours de rétablissement avec l'arrêt de l'alcool, aller dans un centre de soins d'addictologie, dans un groupe d'entraide, et tout ça a favorisé d'autres déclics après pour arrêter les autres produits. Ça a commencé comme ça. Et alors, ton parcours, du coup, comment tu es devenue patiente experte addiction? Est-ce que ça fait partie aussi des clés pour se rétablir? Alors pour moi, en tout cas, ça a été quelque chose d'important. Si vraiment il y a eu des choses importantes dans mon parcours, ça a été d'apprendre, comprendre et transmettre. Ça, c'est vraiment les 3 trucs qui me tiennent encore d'ailleurs maintenant, parce que je suis encore toujours dans cette dynamique-là. Donc j'avais par la possibilité, je faisais partie de l'association Vie Libre. Enfin, je suis toujours partie, hein, j'interviens toujours avec eux quand ils me sollicitent. On pouvait faire des formations. Donc dès que je pouvais, je prenais des jours de congé, j'allais faire des formations. Et puis un jour, j'ai entendu parler des patients experts. On m'a dit, il y a le diplôme universitaire, c'est le professeur Michel Reynaud, le fonds Addicted. C'est le DU des patients experts. Donc, je dis, pourquoi pas, je vais essayer. Donc, moi, je me suis présentée pas du tout en tant qu'infirmière, mais en tant que quelqu'un qui était en train de se rétablir de ses conduites addictives, qui était abstinente à l'alcool depuis 2 ans, 1 an et demi pour le cannabis, enfin voilà. Et j'ai eu la possibilité de faire le diplôme universitaire. Et donc, j'ai rencontré après le professeur Michel Reynaud, donc, qui a pris le temps de discuter avec chaque personne qui était là dans le collège des patients experts, de voir aussi nos compétences. Et c'est comme ça qu'après, ça m'a amené à ce qu'il me confie la coordination de son forum. Et quelques temps après, j'ai entendu parler qu'il y avait une certification de patient expert. Parce que je me disais, mais je suis toujours pas patient expert, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, c'était le temps que Michel Reynaud, avec d'autres personnes du monde associatif et de la réduction des risques, lance cette association qui est France Patient Expert Addiction, et tout le travail en coordination avec la PHP pour monter cette certification que j'ai pu passer. J'ai eu la chance dans les premiers en 2020. Voilà, donc ça a été tout ce parcours-là qui a amené à mon rétablissement. Et quand j'ai passé cette certification, et puis c'était en les mêmes temps où du coup, je me suis reconvertie, hein. Je travaillais depuis 20 ans à l'hôpital public. Et avec tout ça, ce bagage-là, je voulais aller aider aussi, aller travailler en addictologie avec ma double casquette, mes doubles perceptions d'infirmière et de patient expert en addictologie. Donc tout ça, c'est mêlé. Et c'est comme si c'était voilà, une autre vie. Il est plus possible qu'il y ait de retour en arrière, de retourner dans cette vie où j'étais si bas, alors que j'étais si bien maintenant. Enfin, je suis toujours si bien. Donc, je garde une humilité, hein. Je sais que les produits, les comportements seront toujours plus forts que moi, mais voilà, j'ai changé ma vie. Donc, voilà, donc je continue à apprendre et en même temps que je passais le DU, j'ai fait un groupe Facebook qui s'appelle Addiction et Alcool, ensemble on est plus fort, où j'ai partagé les outils que j'apprenais, toujours dans cette optique de transmettre. C'est aussi le but du livre, hein, c'est
de donner des outils aux gens, c'est pas de garder pour soi jalousement ce qu'on apprend, mais au contraire, avec des mots que les gens vont comprendre, des mots simples, expliquer. On va y revenir. Alors, tu es très engagée, hein, la preuve en est, c'est qu'il y a une association qui s'est créée, hein, pour certifier les patients experts addiction, qui s'appelle France Patients Experts Addiction. Tu en as été présidente, administratrice aussi. Aujourd'hui, c'est Françoise Godel. Et au tout début aussi de France Patients Experts Addiction, c'était Françoise Godel qui présidait l'association et qui la préside de nouveau aujourd'hui. C'est important cet engagement aussi militant? C'est important pour moi parce que je pense qu'on on est en train d'assister aux prémices de changement de paradigme aussi en addictologie. Bon, depuis très longtemps, on parle de la place des patients ressources, des patients, on a tout un tas de noms, des pères aidants dans les structures. Et là, avec cette certification, dans l'opportunité que les patients interviennent avec des compétences reconnues aussi bien auprès des professionnels qu'auprès de leurs pairs et qui vont du coup peut-être pouvoir occuper des places, qu'elles soient de bénévoles, ou bah, moi je souhaiterais que ce soit la professionnalisation, hein. Je viens d'un métier infirmier où on était des bonnes sœurs. Bon, on a acquis un métier où on est rémunéré, on est reconnu. Je souhaite la même chose aux patients experts dans les structures de soins. Et ailleurs aussi, parce qu'on est de plus en plus sollicité, par exemple, à l'Agence nationale du médicament, où on va être la Haute Autorité de Santé, l'INSERM, enfin, on est de plus en plus sollicité pour des recherches aussi. Enfin, voilà, que les patients soient reconnus. Et je pense que ça se fait par le biais de cette certification. Justement, on a une question qui peut aller dans ce sens-là. Évidemment, les patients experts, c'est quelque chose d'assez innovant dans la prise en charge des addictions. Est-ce que tu identifies des choses qui pourraient être faites, qui ne sont pas encore, pour améliorer la prise en charge des addictions en France, justement? Améliorer Ah oui, alors améliorer, oui, je pense que ça Améliorer, doit commencer innover ou par pardon, je t'en prie. ça doit commencer par le bas. Je pense déjà, on a assisté il n'y a pas longtemps à l'annulation d'une campagne comment dire, de prévention pour le grand public. Je pense que ça commence déjà par là, avoir des campagnes dignes de ce nom. On ait enfin aussi le plan de prévention qui se terminait en 2022, on en est en 2023, on ne l'a toujours pas. Ça serait bien aussi de poser un cadre. Et puis dans les écoles aussi, il y a pas suffisamment de prévention faite par. Il y a plein de professionnels qui sont formés pour intervenir auprès des jeunes et qui puissent intervenir, qu'il y ait plus de choses possibles. Alors, ça demande des budgets, évidemment, mais ça pourrait peut-être partir de ce plan de prévention. Moi, je pense que ça part déjà de là. Et puis, moi, je travaille dans un XAPA Carut, c'est un centre d'addictologie géré par une association. On est dans la course aux appels à projets, c'est-à-dire qu'il faut remporter des appels à projets. Ça demande toute une gymnastique administrative, puis ensuite, ça mobilise beaucoup les professionnels où on va travailler sur des thématiques qui sont très intéressantes, hein, c'est vraiment pas le problème, mais c'est qu'ensuite, on n'a pas l'argent pérenne pour continuer ces actions-là et que finalement, on perd du temps aussi sur les personnes qui sont en attente de rendez-vous. Euh, Enfin, voilà, c'est une question très large et il faudrait un peu plus de temps pour la développer, mais ça donne quelques éléments peut-être. Alors, tu disais tout à l'heure que tu as créé un groupe Facebook. Euh, Mm. C'était novateur, hein, il y a quelques années, ce groupe. On a l'équivalent aussi avec le tabac et le groupe Facebook Je ne fume plus. En termes aussi d'accès aux soins, finalement, ou à la démarche de commencer à se dire j'ai besoin d'une prise en charge, est-ce que tu trouves que ça a une vraie valeur ajoutée? Oui, puis on l'a surtout vu pendant le Covid, hein, aussi bien sur le forum Addicted et sur le groupe Facebook Addiction et Alcool, Ensemble on est plus fort. On a vu beaucoup de personnes arriver avec des soins annulés, avec aussi plus tard, quand les soins ont repris, cette peur d'aller vers les soins, la peur du jugement, on va m'enlever mes enfants. Enfin, on a plein de peurs, hein, ce qui est normal. Et le fait de pouvoir en parler déjà en première intention, comme ça, à des personnes qui vivent la même chose, la parole est beaucoup plus ouverte et on peut donner confiance à aller vers les soins. Alors, ça va prendre plus ou moins de temps selon les personnes. Et comme les soins sont, malheureusement, les rendez-vous, on les a rarement tout de suite.
Donc, on propose aux personnes d'aller aussi en présentiel, dans les groupes d'entraide. On a quand même pas mal de groupes d'entraide en France. Pour les personnes qui sont dans des régions un peu plus reculées où il y a moins d'aide, il y a aussi les visioconférences. Et puis, il y a toujours le forum, le groupe Facebook où on va répondre aux gens. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes. Et on a vu ça aussi avec le groupe du défi de janvier, puisqu'avec le défi de janvier, on arrive à la 5e année, je crois, je ne me trompe pas, là, Oui. en début d'année 2024, toujours sans soutien du gouvernement, malheureusement, mais en tout cas, on a fait ça du niveau associatif. Et nous, qu'est-ce qu'on sait faire, les groupes d'entraide, donc France Patient Expert Addiction, qui regroupe plein d'associations d'entraide, c'est gérer des groupes comme ça, en présentiel, mais aussi maintenant sur Facebook. Donc, on a créé un groupe Facebook où on accompagne des personnes et on voit que les personnes restent toute l'année sur le groupe, qui refont des pauses alcool. Il y a ceux aussi qui osent parler du coup que c'est dur. Alors du coup, on les oriente sur le groupe dédié Addiction Porteur, donc c'est l'autre groupe que je gère, sur le forum Addicted aussi. Et ça permet aussi de débanaliser un petit peu le grand mot alcoolique, celui qui ne sait pas gérer. Finalement, les gens se rendent compte que c'est pas si simple parce que l'alcool est partout, l'alcool est culturel. Donc là, on parle de l'alcool, hein, forcément, mais on peut retrouver ça pour d'autres produits aussi. Donc, c'est intéressant d'avoir ces nouveaux médias, finalement, d'accompagnement vers les soins et vers un mieux-être, surtout, c'est ça. Alors, tu l'as dit, Sandra, tu es infirmière depuis toujours. Alors, pourquoi avoir choisi ce métier? Donc, moi, j'avais mon papa qui consommait beaucoup d'alcool, qui fumait aussi. Et quand j'étais toute petite, il était paysagiste, mon père. Donc, moi, quand je rentrais, quand il rentrait du travail, souvent assez tard, il avait toujours les mains toutes gercées ou mal au dos. Donc, je courais toute petite, là, partout dans la salle de bain, chargeais du mercurochrome. Je le couvrais de rouge et je lui massais le dos. Donc, moi, toute petite, je voulais soigner mon père. Et plus tard, j'ai compris qu'il avait des problèmes avec l'alcool. Et j'ai compris plus tard que j'avais voulu devenir infirmière pour le sauver de ça. Je l'ai compris quand j'ai voulu me faire hospitaliser, je pense, à ce moment-là. Et donc, le titre de mon mémoire d'école d'infirmière, c'était l'infirmière et l'information du patient alcoolique. Donc, l'information, j'étais déjà bien dans ce truc-là. Bon, malheureusement, il est décédé avant que j'ai mon diplôme. Mais moi, j'ai voulu faire ce métier pour ça. Finalement, c'est moi que j'ai fini par soigner. Et tu montes en grade, là, tu es en master. J'ai pas entendu, pardon. Tu montes en grade, tu es en master Oui. cette année. Oui, parce que ça va, je trouve que c'est lié, enfin pour moi c'est très fluide. Donc au centre de soins, quand j'accompagne des personnes, je trouvais qu'il me manquait encore quelque chose pour être vraiment dans un accompagnement global de la personne centré vraiment autour de ses besoins. Et donc c'est un master infirmière en pratique avancée qui permet d'avoir des compétences médicales, mais on ne remplace pas le médecin, ça c'est certain, c'est sûr et certain. On va pouvoir renouveler en coopération avec les médecins et toute l'équipe soignante des traitements pour des personnes qui sont dans des maladies chroniques stabilisées. Donc l'addiction, ça peut être ça. Mais c'est aussi organiser toute la coordination des soins autour de la personne. Et c'est surtout ça. Les relais avec la ville, avec l'hôpital. Vraiment avoir plein de cordes à son arc, des compétences que je suis en train d'acquérir là, parce que je suis en 2e année. Et puis, ma recherche aussi, j'ai une recherche de master à faire. J'aimerais du coup pouvoir mesurer les impacts du livre, parce que le livre, là, Journal d'une polyaddicte libérée, il va aussi venir peut-être compléter ce qui est déjà proposé dans plein d'endroits qu'on a cités, les centres d'addictologie, les groupes d'entraide. Voilà. Alors, revenons à ton livre. À qui s'adresse-t-il, ce livre? Au début, j'avais écrit juste un témoignage. Et puis après, quand j'ai été sollicitée, qu'on m'a demandé si j'avais un projet de livre, j'avais mis le pays, c'était passé 2-3 ans. J'avais vraiment envie de proposer autre chose. Donc du coup, c'est un 3 en 1. Il y a une partie témoignage, forcément, parce qu'il faut partir de quelque chose. Et puis, ça permet aux gens aussi peut-être de s'identifier, parce qu'on n'a pas tous les mêmes histoires de vie, mais il y a des éléments qu'on peut retrouver. D'expliquer aussi ce que c'est l'addiction, mais de façon simple, avec nos langages, nous, patients experts, qui peuvent traduire les langages des deux mondes, entre les professionnels et les personnes soignées, mais aussi les proches aidants.
aussi les proches aidants, il y a des petits tips, des petits, pas vraiment des conseils, mais des aides pour eux, pour aussi peut-être le vivre moins mal. Et puis pour terminer, par des outils, vraiment des outils concrets pour aider les gens. Et puis plein de ressources qui sont Donc, disponibles aussi en ligne. d'accord. Donc, ces outils, ils s'adressent à la fois aux personnes dépendantes et aussi aux proches. Oui, puis même aux personnes qui s'interrogent tout simplement sur leur consommation. Je pense toujours aux personnes du défi de janvier parce que ça représente vraiment les personnes lambda qu'on peut croiser autour de nous. Je pense qu'on a tous autour de nous, ou même chez nous, une personne qu'on voit qui consomme. Bon, on se dit, tiens, elle consomme quand même beaucoup, elle est peut-être en difficulté, un collègue, un ami. C'est ce qu'écrit Guylaine Bennec dans la préface, c'est ce qui a écrit la préface de mon livre, très justement. On va avoir des personnes autour de soi, puis même soi-même, on peut se poser des questions sur sa consommation. Donc, il y a des outils qui sont, par exemple, comme un journal de bord, un journal de consommation, pardon. On va pouvoir noter, si on a envie, faire le point un peu sur sa consommation, puis peut-être après le montrer à son médecin si on veut ou pas. Il y a aussi les tests, les liens vers les tests, vers le forum Addicted aussi, le site Addicted, pardon, où il y a tout un tas de tests qu'on peut en faire déjà pour voir où on en est, pour se situer. Et puis les personnes qui ont peut-être envie d'entamer un changement, il y a par exemple une balance décisionnelle. Et puis voilà, bien d'autres outils, pour vous donner un exemple. Le format biographie, tu y tenais particulièrement. Pourquoi ce format particulier? Parce qu'on voit beaucoup de bouquins d'addictologie qui sont un peu plus En techniques. fait, Ouais. ouais, pardon, je t'ai coupé. Non, non, je t'en prie, j'avais terminé. En fait, avant de me lancer dans autre chose que le témoignage, j'ai regardé un petit peu et à ma connaissance, il n'y a pas de livre comme ça qui regroupe ces trois choses. Et c'est moi trois choses dont j'ai eu besoin pour me rétablir. Je me suis dit que ça pouvait aider les personnes, surtout que ce sont des outils qu'on peut retrouver dans les centres de soins où on est accompagné, dans les cures. Et le média-livre, le livre, c'est un truc qui reste, qu'on va mettre sur un coin de table, qu'on va peut-être lire 2 pages, qu'on va laisser, qu'on va reprendre, qu'on va prêter, qu'on va peut-être, du coup, comme il y a un QR code, aller chercher sur Internet les ressources, cliquer sur les liens, télécharger les tableaux. Voilà, peut-être que ça va prendre du temps, mais il reste là. Moi, je sais que quand je sortais du centre de soins, j'étais souvent très chamboulée par tout ce qui s'était passé et je me rappelais pas forcément de tout ce qu'on m'avait proposé comme outil, parce que j'avais pas forcément noté, ou même si le travailleur social ou l'infirmière m'avait laissé un truc, bah, je l'ai perdu. Ou, enfin, voilà. Le livre, bon, bah, en général, il reste sur un coin de table, on peut retrouver. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions de Alors, Samy qui nous viendraient de ceux qui nous écoutent? oui, alors on a une question de Françoise Godel, qu'on connaît bien, dans le chat, qui nous demande quelle a été l'addiction la plus difficile pour te libérer. Ah oui, alors pour moi, ça a été le cannabis, parce que le cannabis, c'est vraiment un produit qui m'a accroché tout de suite. J'avais 16 ans à l'époque, j'étais en rébellion contre mon père. J'étais pas forcément très bien. Puis j'avais aussi plein d'idées là tout le temps. Là, je pensais tout le temps à plein de choses. J'avais peut-être aussi ce qu'on appelle maintenant des HPI. Enfin, je sais pas si je suis HPI, mais il y avait beaucoup de pensées comme ça qu'on retrouve, hein. Le cannabis, ça a éteint tout ça. Ça a éteint mes angoisses. J'étais calme, j'étais bien, comme dans du coton. Ça m'a accroché tout de suite. Et il m'a accompagnée donc de mes 16 ans à mes 42, 43 ans, le cannabis. Et ça a été le plus dur à arrêter. Parce que quand vraiment au niveau des produits, ce qui va peut-être être le plus compliqué, c'est quand on consomme un produit longtemps, qu'il a une signification si particulière pour nous, et la façon de consommer aussi, qui va jouer. Donc on va pas tous être égaux. Il y en a souvent qui disent que bah, c'est la cigarette le plus dur, ou d'autres, bah, c'est le tabac. Ou un autre, il va dire que c'est le jeu. On voit ça beaucoup sur le forum Addicted. Les addictions comportementales, c'est très difficile parce que justement, ce sont des comportements qu'on a dans la vie de tous les jours. Par exemple, quelqu'un qui souffre du trouble comportement alimentaire, on a besoin de manger, c'est un besoin physiologique. Donc, il faut, pour reprendre du plaisir à la nourriture, enfin, ça dépend vraiment de beaucoup de paramètres. Une autre question, Samy? Euh, Est-ce qu'une addiction, ça peut se soigner à tout âge? Est-ce qu'il y a voilà, est-ce qu'il y a un âge limite? J'imagine que non, j'espère. En tout cas. Euh, Non, non. Bah, moi, je vois des jeunes qui viennent en consultation jeunes consommateurs, parce que j'ai fait pendant
1 an, 2 ans des consultations jeunes consommateurs qui viennent dès l'âge de 16 ans parce qu'ils se questionnent sur leur consommation et qui ont déjà envie d'entamer un changement. Et la personne que j'avais vue là juste avant de partir en formation, j'en avais une, elle avait 68 ans et il avait envie de changer son rapport à l'alcool. Et il en a retrouvé, alors ça a mis du temps, hein, bien sûr, on accompagne les gens pas sur 2-3 séances, ça dure parfois assez longtemps, mais il a retrouvé une vraie qualité de vie et au niveau de la santé aussi, parce qu'il avait aussi des petits problèmes d'estomac, bon bah, il digérait mieux, il avait un meilleur teint, il avait un meilleur souffle, enfin voilà, c'est la qualité de vie surtout, je pense qu'il faut viser et il n'y a pas d'âge, quoi, vraiment pour se sentir mieux. Oui, alors d'ailleurs, hein, on n'en parle pas suffisamment, mais il y a quelques papiers maintenant qui commencent à le dire, hein, que la période de la retraite peut être un moment où on commence à consommer de l'alcool ou plus d'alcool parce que bah, les repères changent, on s'ennuie. Est-ce que ça, tu l'observes aussi en consultation quand tu vois tes patients? Bah oui, quand il y a des changements de vie, souvent c'est lié. Oui, j'ai quelques personnes que j'ai accompagnées là-dessus, sur les changements comment dire, quand on arrête de travailler, alors soit c'est la retraite, soit c'est une interruption, un licenciement ou un changement de vie professionnelle. C'est l'ennui, hein, souvent, puis on s'isole aussi autour de ces consommations. Il y a l'isolement choisi et puis il y a l'isolement aussi imposé qu'on peut avoir du fait de la rupture avec le milieu du travail. Et un produit, bah, comme on a pu voir pendant le confinement aussi, hein, beaucoup où les gens bah, finalement prenaient des habitudes de consommer de l'alcool pour combler un peu le vide ou d'autres produits s'ils arrivent à s'en procurer. Enfin, oui, il y a vraiment un travail à faire autour de ça. C'est la Samy, est-ce que maladie tu du as lien aussi, hein, l'addiction. oui, des émotions aussi, Mm. avec coutume Des émotions et rajouter, du comme le lien dit aussi, Jean-Michel. du lien social. Ouais. Est-ce que tu as une dernière question, Samy? Oui, j'ai une dernière question. On parlait justement des proches en début de live et de leur implication dans le soin du patient qui est victime d'addiction. Mais est-ce qu'il y a des aides spécifiques pour les proches, justement? Parce qu'ils sont aussi, ils sont parfois aussi touchés par la personne en question et il faut aussi les prendre en charge. Donc, est-ce qu'il y a des aides spécifiques pour les proches? Bah, les proches, ils sont en première ligne, hein. C'est souvent dit, moi, c'est eux qui trinquent les premiers. Pour eux, c'est très difficile parce qu'il y a quelqu'un qu'ils aiment en face d'eux, qui ça les énerve, ça les met en colère. Ils voudraient sauver la personne et ils peuvent aussi donc trouver de l'aide, bah, bien sûr, auprès des professionnels de la dictologie, même si ça semble pas si évident pour eux au départ, parce que c'est pas eux qui sont malades, mais ils subissent la maladie d'un proche. Donc, ils peuvent trouver de l'aide auprès des professionnels de la dictologie, mais aussi le médecin traitant qui est souvent l'acteur de premier recours. On retrouve aussi dans beaucoup de villes maintenant des maisons de santé où il y a des infirmières asalées ou des infirmières de pratique avancée qui peuvent aussi recevoir les proches. Et puis, bien sûr, tous les groupes d'entraide, hein. Tous les groupes d'entraide reçoivent aussi les proches. Donc, les groupes d'entraide, en France, ce qu'on connaît plus, c'est Vie Libre, La Croix-Bleue, Entraide Addict, Alcooliques Anonymes, Narcotiques Anonymes. Voilà, j'en oublie sûrement et j'en suis désolée si j'en oublie. Et puis, il y a les consultations jeunes consommateurs dont tu parlais tout à l'heure, hein, Oui, pour les parents qui ont des pour les jeunes. enfants en Ouais. Et les difficulté. parents aussi peuvent être reçus. Ouais. Voilà. Et sans les enfants, c'est important de le dire, même si l'enfant ne veut pas venir. Alors, on va s'adapter en fait, hein. Il arrive parfois qu'on reçoive. Moi, ça m'est arrivé de parents qui accompagnent leurs enfants qui sont très inquiets et qui veulent absolument me voir. Donc, si le jeune est d'accord, je reçois d'abord les deux, et puis ensuite, je reçois le jeune seul. Et puis, le parent, ça m'est arrivé aussi de demander à une collègue si elle pouvait accompagner le parent pour que ce soit pas le même professionnel. Évidemment, on reçoit les proches aussi dans les groupes d'entraide que dans les groupes de parole, que dans les consultations jeunes consommateurs, qu'à l'hôpital aussi. Il faut savoir que dans les hôpitaux qui comportent des urgences, il y a des équipes de liaison de soins en addictologie, des ELSA, où on peut aussi demander des consultations, même si on est hospitalisé ou pas hospitalisé, et s'ils ne peuvent pas prendre en charge, ils réorientent vers des structures. Mais ouais, il y a plein de possibilités en fait, mais c'est pour ça que j'ai voulu faire aussi ce livre et mettre toutes ces ressources. C'est pour que les personnes connaissent, parce qu'elles ne sont pas suffisamment connues. Et pour moi, c'est un manque aussi, ça fait partie de la prévention pour moi, hein, que ces ressources devraient pouvoir être connues du grand public. Donc voilà, on arrive à la fin de ce live et Addicted vous invite
vivement, fortement à lire ce journal d'une polyaddicte à libérer, parce qu'effectivement, en plus d'un témoignage sincère et touchant, vous allez y trouver tous les outils qui existent aujourd'hui pour vous aider, pour vous accompagner en tant que personne qui se questionne, en tant que personne dépendante, en tant que proche. Voilà, donc merci à toutes et tous. Merci à toi, Sandra. Merci à toi, Samy. Merci à Alain, Françoise et Benoît. Et puis, le 19 octobre, hein, le livre sera sorti et vous pourrez donc l'acheter. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci à tous. Merci Alain, Françoise, Samy, Christelle, Benoît, Cécile qui soutient aussi du fonds Addicted. Voilà, merci à tous.